Vous regardez Al24 News et merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite les titres. À la une, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu lundi à Alger la présidente de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, Imani Daoud Aboud. Génocide à Raza, le président tunisien Kais Saïed s'est rendu au chevet des 29 blessés palestiniens, victimes des bombardements sionistes arrivés dimanche soir à Tunis. Conflit au Soudan, le chef du Conseil de souveraineté Abdel Fattah al-Burhan a salué la nomination de Ramtan Lamamra comme nouvel envoyé du secrétaire général des Nations Unies dans le pays. Et enfin, un trouble en Guinée-Bissau. Le président Umaro Sissoko Embalo a décidé de dissoudre le Parlement dominé par l'opposition après une tentative de coup d'État. Bonsoir à toutes et à tous. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce lundi à Alger la présidente de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, Imani Daoud Aboud. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet par intérim de la présidence de la République, Boualem Boualem, et du ministre algérien de la Justice, Abdelrachid Tabbi. Dans ce sillage, Imani Daoud Aboud a exprimé sa gratitude envers l'Algérie pour avoir accueilli les travaux de la Cour pendant un mois entier, notant qu'elle transmettra à l'Union africaine et à la Cour africaine de le soutien continu et permanent de l'Algérie. Écoutez. J'ai eu de profondes discussions avec le président algérien, l'Algérie qui a d'ailleurs accueilli les travaux de la Cour pendant un mois entier. Je suis venu ici pour exprimer au président Tebboune notre gratitude à lui et au peuple algérien tout entier pour l'accueil qui nous a été réservé tout au long de notre séjour dans ce beau pays. Le président Tebboune m'a également exprimé son engagement à continuer son soutien à la Cour africaine des droits de l'homme. Il est bien connu que l'Algérie fait partie des premiers membres de l'Union africaine à avoir soutenu les travaux de la Cour. Je retournerai chez moi et je transmettrai le soutien continu et permanent de l'Algérie à l'Union africaine et à la Cour africaine des droits de l'homme. On en parlait en titre, le président tunisien Kais Saïed s'est rendu dimanche soir au chevet des 29 blessés palestiniens victimes des bombardements sionistes arrivés à Tunis et admis dans des centres hospitaliers. L'occasion pour le chef de l'État de réitérer l'appui des Tunisiens à la cause palestinienne depuis la Nakba de 1948 en dénonçant le déplacement d'1,5 million de Palestiniens du nord au sud de Raza et la reprise des bombardements contre la population civile dans le sud de la bande. L'heure est venue pour que l'humanité bouge. Je ne parle pas des États, mais de l'humanité tout entière pour soutenir le droit des Palestiniens. Où est passé le monde libre qui ne cesse de parler d'humanité et qui ne respecte même pas les lois que lui a mis en place? Ces gens n'ont rien respecté. L'humanité tout entière se rend compte à présent que la situation est très alarmante et qu'elle ne peut pas continuer. Le monde est témoin du génocide commis. Aujourd'hui, vous démontrez au monde que vous, Palestiniens, vous ne céderez aucun endroit de votre terre. Kais Saïed a par ailleurs réitéré que la Tunisie fera tout son possible pour se tenir aux côtés du peuple palestinien face à cette agression, notant qu'une deuxième vague de Palestiniens blessés arriveront en Tunisie dans les 2 jours à venir. C'est un premier groupe de blessés qui est arrivé en Tunisie, qui malgré le voyage est bien arrivé. Dans 48 heures, un autre groupe de blessés sera reçu. Nous travaillerons de toutes nos forces pour faire face à cet ennemi criminel et ce génocide sioniste. Il n'a absolument rien laissé.
Dans un autre sujet, l'Union générale tunisienne du travail s'est rassemblée ce lundi dans la capitale en commémoration du 71e anniversaire de l'assassinat du fondateur de l'organisation syndicale Farhat Hached. Dans ce contexte, le secrétaire général de l'Union, Nourdine Taboubi, a dénoncé les campagnes de dénigrement visant les syndicalistes et les militants de l'UGTT. Il a par ailleurs indiqué que l'UGTT continuera de jouer son rôle fondamental qui consiste à défendre la justice sociale, les droits sociaux économiques et les libertés, et ce malgré la pression exercée sur les syndicalistes. Le chef du Conseil de souveraineté soudanais, Abdel Fattah al-Burhan, a salué dimanche la nomination de Ramtan Lamamra comme nouvel envoyé du secrétaire général des Nations Unies au Soudan, réitérant la volonté de son pays de coopérer avec la communauté internationale. Regardez. Les négociations qui ne répondent pas aux aspirations du peuple soudanais sont inacceptables. Il semble que ces négociations sont loin de permettre la fin de ce conflit. Et les négociations qui n'auront pas des issues seront rejetées. Abdel Fattah al-Burhan a souligné le rejet de toute négociation de paix qui ne répondrait pas aux désirs du peuple soudanais, indiquant qu'aucune solution ne sera imposée ou dictée à son pays de l'extérieur. Nous ne refusons pas la coopération ni la collaboration avec les Nations Unies. Autant que partie neutre dans ce conflit, cette coopération nous aide à restaurer la paix et la sécurité au Soudan. Chaque délégué vient au Soudan et tente de s'aligner avec un parti, cela est inacceptable. Si vous venez au Soudan, sachez que vous allez réconforter tous les Soudanais et non pour des groupes ou pour des tierces partis. Si ce délégué soutiendra une partie aux dépens d'une autre, son sort sera le sort de ceux qui l'ont précédé. Dans le reste de l'actualité, la Mauritanie se prépare à une étape majeure dans son secteur énergétique avec l'annonce faite par le ministre du Pétrole et de l'Énergie en marge de la COP28 à Dubaï de l'exportation prochaine de sa première cargaison de gaz naturel prévue pour le milieu de l'année à venir. À cette occasion, le ministre a souligné l'importance de cette production prévue des champs gaziers partagés d'Ameim et de Bir Allah avec le Sénégal et qui devrait avoir un impact considérable sur le développement économique futur du pays. Le Mali sous le feu des terroristes, l'armée malienne a affirmé dimanche avoir repoussé 4 attaques terroristes dans 4 localités du nord du pays, dont une dans la ville de Ménaka, proche de la frontière nigérienne, encerclée par des terroristes. Selon un communiqué des FAMA, plusieurs dizaines d'entre eux ont été éliminés et une vingtaine interpellés. Une délégation russe conduite par le vice-ministre de la Défense est arrivée ce lundi à Niamey pour échanger avec les autorités militaires de transition. Il s'agit de la première visite officielle d'un membre du gouvernement russe dans le Niger depuis le coup d'État du 26 juillet dernier. À l'issue de cette rencontre, les deux parties ont procédé à la signature de documents dans le cadre du renforcement de la coopération militaire entre la République du Niger et la Fédération de Russie. Plusieurs dizaines de terroristes ont été neutralisés dimanche par des frappes aériennes de l'armée burkinabé sur l'axe Kayadori dans la région du centre-nord. Selon le média d'État du Burkina Faso, un groupe de terroristes s'est livré à une attaque contre un convoi de ravitaillement sécurisé par l'armée. Le gouvernement burkinabé a créé un fonds de soutien patriotique estimé à 100 milliards de francs CFA, soit 164 millions de dollars en vue de soutenir et d'accompagner l'action des volontaires pour la défense de la patrie dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. La mise en place de ce fonds devrait contribuer à la réalisation des 2 premières missions assignées à la transition, à savoir rétablir et renforcer la sécurité sur l'ensemble du territoire national et apporter une réponse urgente, efficace et efficiente à la crise humanitaire. Le fonds permet aujourd'hui de prendre en charge toutes les dépenses liées
au fonctionnement des VDP. Premièrement, les dépenses liées au personnel, à savoir les primes d'opération des VDP et la prime journalière d'alimentation lorsque les VDP sont en formation. Il y a également les frais de fonctionnement des groupes communaux de VDP et les frais de soins de santé, l'allocation financière des VDP lorsqu'il est décédé pour ses ayants droit. Il y a également les frais d'animation que le fonds permet en fait de payer au niveau des VDP. L'avenir politique de la Guinée-Bissau demeure incertain. Après une tentative de coup d'État, le président a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale populaire dominée par l'opposition. La date des prochaines élections législatives sera fixée ultérieurement. Mohamed Wali Ben Chaban. Le climat politique en Guinée-Bissau s'est fortement tendu suite à une récente tentative de coup d'État, entraînant une réaction sans précédent du président qui a décidé de dissoudre le Parlement. Dans la mesure où nous sommes face à des divergences persistantes, nous pouvons être résolus. Il revenait au président de la République de prendre la décision. C'est ainsi qu'après avoir entendu le président de l'Assemblée nationale populaire, les partis politiques représentés au Parlement et le Conseil d'État, j'ai pris la décision de dissoudre l'Assemblée nationale populaire de la 10e législature et d'anticiper la tenue des élections législatives. Dans un discours empreint de détermination, le chef de l'État a assuré que la situation est désormais sous contrôle et réaffirmant son engagement à lutter contre la corruption et le narcotrafic. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une agression. J'étais en plein conseil des ministres avec tous les membres, y compris le Premier ministre. Nous avons été attaqués avec de l'armement très lourd, 5 heures de temps. Mais maintenant, tout est sous contrôle. C'est une chose que je peux vous assurer. Il n'y a aucun camp qui est relié à cette tentative de coup d'État. C'est une force isolée. Mais c'est lié aussi aux gens qu'on a combattus. Lorsque j'étais élu président de la République, j'avais promis de combattre deux choses, la corruption et le narcotrafic. Et l'un est lié à l'autre, et je savais quel était le prix, mais la lutte continue. La Guinée-Bissau a surmonté des épreuves difficiles. Les promesses du président visent à rassurer la population et la communauté internationale quant à la stabilité future du pays. La dissolution de l'Assemblée nationale populaire marque un tournant majeur dans l'histoire politique du pays, suscitant des inquiétudes quant à la stabilité et à la démocratie. Intempéries, le bilan des inondations et des glissements de terrain dans le nord de la Tanzanie suite aux pluies torrentielles du week-end s'est alourdi à plus de 50 morts. Les autorités locales ont affirmé que les glissements de terrain et les inondations ont touché 1150 ménages, soit 5600 personnes. Le bilan des décès pourrait, lui, être revu à la hausse dans les prochaines heures. En Zambie, les secours dépêchés pour venir en aide à une trentaine de mineurs illégaux portés disparus depuis 2 jours dans une coulée de boue ne parviennent pas à les localiser. Le ministre zambien de l'Intérieur avait annoncé vendredi qu'au moins 30 mineurs étaient pris au piège suite à des pluies torrentielles dans une mine de cuivre à ciel ouvert située dans la région de Chingola, à environ 400 km au nord de la capitale Lusaka. On passe au sport. Les experts de la Confédération africaine de football ont sélectionné les 12 plus beaux buts de l'année inscrits aux diverses compétitions de la CAF. 12 nominés pour le trophée. Les fans de football auront le dernier mot pour déterminer le gagnant au CAF Awards 2023. Le vote s'ouvre ce lundi via le site de la CAF et se clôturera le 8 décembre prochain. Et parmi ces pépites figure le but du joueur de l'USM Alger, Khaled Bousliou, face au Phare au quart de finale de la Coupe de la CAF. L'identité du vainqueur sera dévoilée le 11 décembre prochain. À noter que Riyad Mahrez est le favori pour le Ballon d'Or. Et voilà, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actualité continue sur Al24 News. À demain.